ressources humaines. Il y a quelques indélicatesses à parler de personnel, puis encore de personnel de renfort à propos des personnes qui coopèrent à la production des œuvres d'art. Pourtant, ce terme traduit bien la place qui leur est attribuée dans un monde de l'art. Aux yeux des participants à ce monde, celui qui fait vraiment les choses, qui prend les décisions, d'où l'œuvre tire sa cohérence et son intérêt artistique, c'est l'artiste qui peut être l'une des nombreuses personnes associées à la réalisation de l'œuvre. Outre toutes les autres étant là pour lui prêter leur concours. Sans répondre à mon compte la conception de l'importance relative du personnel que suppose ce vocable, je l'utilise ici afin de bien marquer que c'est justement la conception courante dans les mondes de l'art. Il peut même être instructif de pousser l'abstraction jusqu'à considérer les éléments du personnel de renfort comme des ressources rassemblées dans une offre globale de la même manière que les ressources matérielles. On se demandera alors comment cette offre se constitue et comment ceux qu'elle englobe se trouvent associés à des projets artistiques dans un rôle de renfort. L'offre potentielle de ressources humaines constituée pour tel ou tel projet artistique réunit tous ceux qui sont aptes à exécuter les diverses tâches spécialisées requises et qui peuvent se rendre disponibles. Leur nombre, leur spécialité professionnelle et les conditions de leur recrutement varient d'une discipline à l'autre et d'un endroit à l'autre. Le monde du théâtre de Broadway est à sa disposition pour peut-être 10 fois plus, au bas mot, d'acteurs confirmés, capables de tenir correctement des rôles divers, dans des genres divers, qu'ils emploient effectivement à un moment donné. Par contre, très peu de personnes possèdent l'alliance singulière de compétences qu'exige la création des accessoires, et encore ne sont-elles pas toutes disposées à travailler pour le théâtre. En règle générale, il y a pléthore de candidats pour les fonctions parées d'une aura artistique. Au théâtre, ce sont les emplois d'auteurs dramatiques, de comédiens et de metteurs en scène, et pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour les autres travaux, dénués de ce prestige. Si les gens avaient le choix, il n'y aurait plus de volontaires pour écrire des romans. Il y aurait plus de volontaires pour écrire des romans que pour les préparer à l'impression, pour donner des concerts que pour réparer les instruments de musique, pour dessiner sur les pierres lithographiques que pour tirer les estampes. Les gens alimentent une offre de ressources humaines en apprenant comment exécuter les tâches qui ont cours dans un monde de l'art, en apprenant à remplir une des fonctions de renfort dont les artistes de ce monde-là ont besoin. Qu'ils soient étudiants, autodidactes ou formés sur le tas, ils apprennent à connaître certaines des conventions en vigueur dans le monde de l'art et à les appliquer en situation réelle de production artistique. Quand on fait appel à eux, ils sont relativement interchangeables dans l'exercice de leurs fonctions, capables de faire leur travail aussi bien que tous leurs collègues. Cette offre de personnel interchangeable est l'une des choses les plus importantes qu'un monde de l'art procure aux artistes. Quand on est sûr de pouvoir toujours trouver à quelqu'un un remplaçant d'égale valeur, on peut poursuivre tranquillement le travail artistique. C'est pourquoi les réseaux et conventions de coopération qui composent un monde de l'art sont à la fois libérateurs et contraignants. Comme nous le verrons, l'aptitude des participants à remplir des fonctions où ils sont interchangeables contribue à déterminer les frontières d'un monde de l'art. Bien sûr, les artistes reconnaissent qu'il y a dans le personnel de renfort des éléments nettement plus efficaces que d'autres, et ils savent à qui ils peuvent confier certaines tâches en toute sécurité. Quels acteurs comprennent les indications scéniques au quart de tour? Quels danseurs sont capables d'exécuter les pas et figures imaginées sur le papier? Quels opérateurs réussiront à obtenir les effets visuels souhaités et aussi lesquels, incapables d'y parvenir, obligeront à infléchir et adapter le projet initial? Comment les gens acquièrent-ils ces compétences de base? Les membres d'un monde de l'art sont autodidactes dans une large mesure. Ils doivent assimiler l'enseignement qu'ils reçoivent en repassant leurs leçons dans leur tête, comme le faisait David Sudnow, 1978, quand il étudiait le piano. Certaines personnes n'apprennent que par l'exercice. H. Stitt Bennett, 1980, nous montre comment, dans les régions montagneuses du Colorado, de jeunes musiciens rock apprennent tout seuls à jouer de leurs instruments, en s'efforçant de reproduire à l'oreille des musiques enregistrées sur disque, sans professeur ni manuel d'aucune sorte. C'est une méthode difficile, mais si l'on en croit Bennett, ces jeunes gens finissent par savoir si bien utiliser les disques en guise de partition
qu'ils peuvent apprendre tout le contenu d'un 30 cm, pas moins de 40 minutes de musique en une journée. Et en se formant tout seuls, les novices intègrent dans leur pratique les conventions du monde de l'art auxquelles ils se destinent, puisqu'ils prennent modèle sur des œuvres existantes. S'ils mènent à bien leur apprentissage, ils pourront offrir leurs services pour pratiquer l'activité de renfort à laquelle ils se sont formés et grossir l'offre de ressources humaines correspondantes. Certains apprennent sur le tas, en faisant un stage, en occupant un emploi subalterne qui leur permet de voir travailler des professionnels confirmés, ou tout simplement en se trouvant soudain au pied du mur, qu'ils sachent faire le travail ou non. Celui que l'on a surnommé le Léonard de Vinci de la copie musicale avait appris son métier de cette façon, comme le révèle un article paru dans le New York Times. Un beau jour, j'ai croisé dans la rue le responsable de la bibliothèque musicale de la Paramount Public Corporation. Il avait une formation de violoniste, mais travaillait dans une pharmacie. Cette compagnie gérait la 20th Century's Paramount et organisait à longueur d'année des manifestations musicales à travers tout le pays. Voyons, me dit-il, vous avez fait des études musicales, suivez-moi. On était en 1925 et il m'offrait une place à 60 $ par semaine, ce qui n'était pas mal pour l'époque. Je suis entré dans une grande salle où il y avait peut-être 40 personnes en train de copier de la musique. Je les ai regardées. Toute ma vie, j'ai eu des difficultés à tracer une clé de sol. Mais j'ai appris. Le patron m'a dit, vous avez de la musique chez vous, allez la recopier. J'ai donc appris peu à peu en avançant doucement. Je copiais surtout de la musique de nightclub, des arrangements pour orchestre, de danse. Il y avait aussi pas mal de musique de film. Schoenberg, 1978. D'après une légende invérifiable, les musiciens tziganes donnent un petit violon à des gamins de 6 ans en les mettent au milieu d'un orchestre en train de jouer. Ces enfants ne reçoivent aucune directive et peuvent jouer ce qu'ils veulent pendant que le reste du groupe continue à interpréter un morceau. Leurs couacs sont sans doute couverts par le bruit des autres instruments. Ils essaient de se mettre à l'unisson et apprennent assez vite à jouer leur partie dans les séances musicales collectives. Une fois que quelqu'un a appris à effectuer une partie du travail, il peut en apprendre un peu plus pour finir par proposer des services dans le cadre de l'offre de techniciens compétents. Beaucoup apprennent les métiers du personnel de renfort dans une école. Bien qu'il s'agisse d'écoles professionnelles au sens strict, elles forment également des artistes. Ainsi, on peut apprendre dans une école de cinéma le métier d'opérateur ou d'éclairagiste. Comme on peut ici préparer à devenir metteur en scène ou scénariste, c'est que dans l'industrie du cinéma, la distinction entre artistes et personnel de renfort est si confuse que les membres de celui-ci se prennent souvent et sont parfois tenus pour des artistes au sens strict. La même confusion règne dans les écoles de musique. Presque tous les élèves qui rêvent de devenir des virtuoses du violon ou du piano font carrière dans les rangs d'un orchestre symphonique. Pour les violonistes, ou finissent plus souvent par enseigner ces instruments ou par s'orienter vers des activités plus lucratives, comme l'enregistrement de musique de film, quand ils ne renoncent pas complètement à une carrière musicale. Faulkner, 1971. La vocation des écoles d'art est tout aussi variable. Certaines s'attachent résolument à ne former que des artistes. Mon premier professeur de photographie nous déclara avant de commencer les cours: cette école s'appelle San Francisco Art Institute. Si vous êtes venu apprendre autre chose que de l'art, vous vous êtes fourvoyé. Faites-vous rembourser pendant qu'il est encore temps. D'autres choisissent de préparer leurs élèves à des métiers pour lesquels il semble y avoir une demande dans le monde de l'art, considère Pevsner, 1940. Depuis longtemps, les écoles d'art plastique en Grande-Bretagne enseignent toutes, sauf exception rare, les techniques de l'imprimerie, les arts graphiques et la photographie commerciale, afin de préparer les élèves aux carrières de l'édition, de la publicité et des secteurs connexes. Si ces écoles accordent une importance particulière aux débouchés industriels et commerciaux, leur politique n'est pas très différente de celle des établissements publics qui forment les danseurs pour le corps de ballet subventionné, ou de musiciens, chanteurs et acteurs pour les opéras et théâtres publics en Angleterre, en Scandinavie et dans d'autres pays. Ces institutions fournissent une offre de ressources humaines à des mondes de l'art établis. Sans le vouloir, elles alimentent généralement aussi les entreprises artistiques, hors système, en ayant doté d'une solide formation tout un contingent de professionnels rebelles, dont les projets ne cadrent pas avec les structures établies. Comme je l'ai déjà noté,
Les écoles de danse enseignent les techniques de la danse classique, dont le vocabulaire sous-tend toutes les autres formes de danse, car c'est celui que tout le monde comprend à coup sûr. Que fait un artiste quand l'offre existante de ressources humaines ne répond pas à ses demandes? La plupart du temps, les artistes dont le travail diverge à ce point des méthodes convenues forment leur personnel, tout comme ceux qui ont besoin de matériel difficile à trouver, le fabriquent eux-mêmes. Ils peuvent ouvrir une école, fonder un groupe de travail ou prendre les assistants à qui ils apprennent à faire ce qu'ils attendent de leur personnel de renfort. Si leur démarche est franchement hétérodoxe, ils refuseront peut-être d'embaucher des personnes qui ont déjà une expérience des méthodes plus traditionnelles ou qui ont reçu une formation classique, pour la raison sans doute juste que ces personnes auraient beaucoup trop de choses à désapprendre. En outre, une formation classique ouvre des perspectives de carrière qui ne disposent pas tellement à endurer des privations, à accepter une discipline de travail rigoureuse et déconcertante, et faire une croix sur la réussite professionnelle au sens traditionnel. À supposer qu'il existe une offre de personnel de renfort interchangeable, comment ceux qui la constituent sont-ils associés aux projets artistiques auxquels ils concourent? Deux mécanismes fondamentaux interviennent dans la plupart des systèmes, en général sous toutes sortes de formes mixtes. Dans l'un, le personnel disponible travaille pour un organisme qui mène à bien des projets artistiques. Une carrière au sein de cet organisme enclenche les dispositifs d'attribution des emplois. Dans l'autre, les membres du personnel disponible sont sollicités séparément et au coup par coup, selon une formule que l'on peut assimiler au pige. Dans les deux cas, certains réussissent à faire une carrière dans un ou plusieurs organismes, ou en se constituant un réseau de relations qui leur assure un travail régulier. Dans les deux cas aussi, le personnel de renfort et les artistes pour lesquels ils travaillent entretiennent des relations dont le degré de permanence varie sensiblement. Dans de nombreux mondes de l'art, les œuvres caractéristiques sont produites par des institutions dotées d'un personnel permanent. Il arrive souvent que les gens restent plusieurs années de suite dans le même orchestre symphonique, dans la même troupe de danse, dans le même théâtre ou dans le même atelier de lithographie. Quand ils bougent, ils suivent une trajectoire professionnelle toute tracée qui les mène à un autre organisme du même genre où ils restent encore plusieurs années. Dès lors que de tels organismes contrôlent aussi le marché des emplois, c'est en fonction de leurs besoins et des perspectives de carrière offertes en leur sein que les gens orientent leurs activités. Ils commencent par se préoccuper tout bonnement d'y entrer. Est-ce que je pourrais trouver une place de corniste dans un orchestre prestigieux? Plus tard, ils essaieront peut-être de changer pour une institution plus réputée dans le même secteur d'activité. En général, leur culture professionnelle les conduit à préférer certains emplois jugés plus enviables et dignes de quelques efforts supplémentaires. L'organisme où ils se retrouvent finalement détermine ce qu'ils ont à faire et ce qu'on attend d'eux pour tel ou tel projet. Un acteur pensionnaire d'un théâtre joue pendant plusieurs années d'affilée dans des pièces que présente ce théâtre. Un musicien d'un orchestre symphonique interprète les œuvres que le chef d'orchestre a choisi de mettre au programme. Lorsque l'embauche et le licenciement obéissent à des règles bureaucratiques et que les conventions collectives, la législation sociale ou les règlements intérieurs de l'institution garantissent la sécurité des emplois, l'intégration du personnel est plus durable. Le personnel de renfort embauché sur poste permanent dans une institution stable a des motivations qui ne rejoignent pas celles des artistes avec qui il travaille, tandis que les artistes se préoccupent de la portée esthétique de l'œuvre et de ses effets sur leur réputation. Le personnel de renfort veut savoir comment sa collaboration à une entreprise donnée influera à long terme sur sa carrière dans l'institution. Engagé pour son aptitude à remplir une fonction précise à laquelle il consacre tout son temps, ce personnel devient si fier, si jaloux de son travail qu'il peut, par un comportement typiquement corporatiste, contrarier le processus d'ensemble de la production artistique. Du moment qu'il a accompli correctement sa tâche, le reste lui importe peu. Mais il peut aussi, à l'inverse, se sentir enfermé dans cet emploi. Les musiciens d'orchestre ambitieux redoutent de rester cantonnés dans leur rôle d'interprète du rang, sans avoir jamais l'occasion d'accomplir un travail plus personnel et créateur. Faulkner, 1973. De même que les acteurs craignent de jouer éternellement le même type de personnage,
les techniciens sont probablement moins sensibles à ce danger que ceux qui ont pu nourrir quelque ambition artistique. De même, les institutions dotées d'un personnel fixe aux aptitudes limitées s'estiment entravées dans leur activité. Les membres du personnel de renfort calculent souvent leur comportement de manière à conserver ou améliorer leur situation au sein de l'organisme. Quand les employés d'une maison d'édition décident des délais impartis à la préparation d'un livre et du budget affecté à sa promotion et à sa diffusion, ils ne cherchent pas seulement à servir au mieux une œuvre particulière, mais aussi à ventiler judicieusement les ressources de la maison entre les différents projets en cours et à éviter toute erreur d'appréciation qui pourrait nuire à leur carrière. C'est pourquoi tant de romans sont condamnés dès le jour de leur parution. Hirsch. Le chef du service commercial, exemple classique d'emploi de renfort, peut décider, au vu des études de marché, qu'il serait vain de dépenser 1 centime de plus sur un ouvrage tout juste imprimé. Celui-ci n'aura alors pas droit à la publicité ou aux autres formes de promotion qui permettent à un livre d'attirer l'attention des critiques et du public, et par là de surnager dans la masse des nouvelles parutions. Deux autres motivations courantes vont souvent de pair. L'ambition de décrocher un poste plus intéressant dans un autre organisme et la fierté du métier. Pour satisfaire l'une et l'autre, on veille à bien s'acquitter de sa fonction, quoi qu'il advienne du projet dans son ensemble, et même si le perfectionnisme dans une tâche donnée compromet la réussite de l'œuvre. Les compositeurs craignent que pour contourner les difficultés de passage trop délicats, les musiciens d'orchestre ne sabotent délibérément, c'est du moins ainsi que le perçoivent les compositeurs qui s'estiment lésés, leurs nouvelles œuvres pendant les répétitions, sous prétexte que leurs parties sont injouables ou bourrées de fautes de copie. Ceux qui se comportent ainsi souhaitent peut-être produire une bonne impression sur quelque nouvel employeur éventuel. Faulkner discerne ses aspirations chez les musiciens des orchestres symphoniques, ou simplement préserver leur réputation dans la profession.